Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue dans les clochards célestes de Radio Campus. Ce soir, émission exceptionnelle de nouveau avec deux excellents chroniqueurs. Antoine, Bonsoir chers auditeurs. tu es étudiant à Sciences Po et nous recevons également Karl qui est jeune entrepreneur, qui organise des expositions, des événements mondains, qui est quelqu'un de très important. Karl, bon. Bonsoir amis auditeurs. Nous sommes ce soir dans un lieu totalement exceptionnel puisque nous sommes dans des temples de l'art contemporain en France. Nous sommes au 6 à Brioche, dans le bureau de monsieur Pierre-Cornette de Saint-Cyr. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très contents de vous recevoir pour cette émission qui recommence sans fin. Pierre-Cornette de Saint-Cyr, vous êtes l'un des plus mythiques commissaires-priseurs parisiens. Vous êtes une figure essentielle de l'art contemporain depuis plus de 50 ans. Vous avez fait découvrir, progresser, vous avez fait marquer un nombre incalculable d'artistes. Vous avez été également président du Palais de Tokyo. Pierre-Cornette de Saint-Cyr, on va revenir ce soir sur cette vie qui a été étonnante, et l'art c'est la vie, comme était l'un de votre autobiographie. Alors pour commencer, on va parler d'un souvenir qui rassemble peut-être tout votre métier. Le rêve, le mystère, la passion pour l'art, l'humanité, le panache, l'émotion. On est en 1998 et un jour un couple de petits vieux vous appelle en vous disant on a besoin d'argent, c'est la catastrophe, on veut vendre un tableau. Et qu'est-ce qui se passe alors ? C'était après une émission de télévision. Oui. Et alors je leur dis, mais écoutez, avec plaisir, envoyez-moi des photographies. Alors ils me disent, oh là là, des photographies, mais qui on va voir ? On est dans un village du Périgord, enfin ça aide. Et puis finalement ils finissent par m'envoyer 2 photographies. Et il y a la photographie d'un tableau espagnol du 16e qui est beau. Et puis une flagellation Allemagne de 1450, absolument fabuleuse, mais anonyme. Oui, l'œuvre n'est pas authentifiée. Non. Et je leur dis, bah écoutez, on va travailler dessus, apportez-nous les tableaux. Ah non, c'est pas possible, on peut pas se déplacer. Alors j'envoie mon fils Bertrand, mon fils est associé. Et quand il arrive, on voit 2 tableaux, dont un, une flagellation fabuleuse. Et puis je dis à l'expert, à René Millet, au boulot. Mais c'était anonyme. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que les retraités, au départ, voulaient pas le faire authentifier. Ils voulaient l'argent le plus vite possible. Ils s'en fichaient, en fait. Oui, ils voulaient qu'on le vende le mieux possible. Oui. Et au bout d'une semaine, René Millet m'appelle en disant, bingo, j'ai trouvé. Il y a un artiste allemand dont le nom est celui de son chef-d'œuvre. On l'appelle le maître de la passion du polyptyque de Karlsruhe. Et il y avait donc deux panneaux au musée de Munich, un tableau au musée de Karlsruhe. Et un jour, votre expert est au... Et l'expert dit, Ouais. C'est le 4e qui avait disparu. Alors ce tableau, il a une histoire en plus formidable parce qu'il était dans le Nord. Leur père était dentiste, je crois. Et il avait acheté ça chez un brocanteur. Puis la guerre arrive et il se dit, oulala, il faut que je protège mon tableau. Donc dans leur maison, il y a un escalier. Dans l'escalier, il y a un placard. Il recouvre le placard, il met le tableau dans le placard, il recouvre le tableau de papier peint pour qu'on ne voit pas qu'il y a un placard derrière. Et ce qui est énorme, oui, et quand un jour, l'expert est au musée du Louvre avec sa femme dans la librairie, il feuillette un livre sur justement cet artiste, et il y a un moment une petite vignette noire avec en dessous localisation inconnue, et il vous dit mais c'est votre tableau. C'est Absolument. Ça, c'est génial. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'une bombe tombe sur la maison, Ouais. la maison s'effondre, et la seule chose qui reste debout, c'est le mur avec le placard à l'intérieur. Donc c'est un tableau possible. protégé, quoi. Et puis, là, on se met donc, il a été identifié, a commencé à faire la publicité. Donc on a les musées américains qui s'y mettent, tout le monde vient. Le musée de Karlsruhe vient et commence à nous faire une proposition ridicule. Et on fait la vente. Et alors là, les médias commencent à arriver. Et René Millet, pour présenter le tableau pendant la vente, au lieu de dire numéro 122, tableau de...
Il dit, et maintenant, voilà un tableau fabuleux, magnifique, extraordinaire, génial, commençons à... 2 millions. Et ce qui était le prix, en plus, c'était le prix de réserve, quoi, l'estimation. Le prix de réserve était donc assez bas, c'était autour de 100 000 euros. Mhm. Et puis, et on commence, et 100 000, 120 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 400 000, 500 000. Au bout de 500 000, il y a l'expert qui se fait à dire un mot, ça s'arrête. Je reparle du tableau, on redémarre, 600 000. Dès qu'on arrive à 1 million, je dis bon, on va accélérer, 1 million 100 000, 1 million 200 000. Et puis le propriétaire et sa femme étaient venus. Je les vois au 3e rang. Je vois leur gorge qui se met à battre comme si. Faire une crise cardiaque en direct. Et on est arrivé à 4 500 000. Mhm. Donc les propriétaires étaient évidemment. Donc après on s'en est occupé, on les a emmenés chez Rothschild pour qu'ils soient bien suivis. Enfin, ça a été vraiment une belle histoire parce que c'était des instituteurs à la retraite et ils ont été aussi merveilleux devant le bonheur que beaucoup de gens sont dans le malheur. Vraiment, il a été merveilleux. Oui, ils ont su rester simples et finalement, ça n'a pas été le syndrome du loto où c'est là, où tout est perdu en 2 jours, quoi. C'était adorable. Alors, on va revenir sur toute votre vie, on va repartir au départ. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous avez commencé vos études au départ dans le monde agricole. Vous étiez... Oui, ben, j'étais au Maroc. Mon père était chirurgien à Meknes. Ouais. Et mon grand-père était médecin aussi, mais il avait une propriété, mon oncle. Et donc, je passais beaucoup de temps à cheval. Et puis, j'étais champion du Maroc de ski nautique, etc. Mais alors, en classe, nul. Oui. Alors, quand j'ai fini par avoir mes 2 bacs en redoublant 3 fois, enfin, etc. Et mon type me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai pas... Il dit, bah, écoute, est-ce que tu veux travailler avec ton oncle? D'accord. Très bonne imitation. Donc, il m'envoie à Toulouse, à Purpan. Et puis, je fais des études d'agriculture. Je me suis ennuyé. Aller travailler avec les vaches, travailler avec les... Et à la fin des études, il fallait faire un exposé. Et c'était une école de jésuites. Et je fais un exposé sur Nietzsche. J'ai la meilleure note de l'histoire de l'école. Et le directeur de l'école dit, Pierre, ne restez pas dans l'agriculture. C'est pas votre direction. Et est-ce que c'est de là que viennent vos tenues parfois gentleman farmer, le monde agricole, venir du stage agricole? Alors après, j'ai fait droit et Sciences Po à Toulouse. Et puis je voulais absolument venir à Paris. Donc je suis venu à Paris. Je commençais à travailler chez un avoué pour commencer à faire le travail des avocats. Puis j'avais un de mes amis, Bernard du Châtenay, avec qui j'allais au puce et qui me dit je connais bien la secrétaire d'un commissaire-priseur. Je ne savais pas du tout comment ça marchait à l'époque. Oui. Donc il m'amène et très gentiment, il m'a dit je veux bien vous prendre en stage si vous voulez. Et là a commencé la névrose obsessionnelle. Et est-ce que c'est aussi commencé avec un de vos amis qui se mariait et vous vouliez lui acheter un dessin pour son mariage? Il est derrière vous. Le pauvre ami. Donc ma névrose obsessionnelle a commencé là. J'ai un de mes copains qui se mariait et je suis allé acheter un dessin. À l'époque, les dessins anciens, ça valait rien. Ouais. Et puis en rentrant dans ma chambre d'étudiant, où j'avais évidemment que des reproductions sur les murs, je dis mais j'ai un vrai dessin. Alors focus, j'ai acheté une pelle à tarte à mon copain, j'ai gardé le dessin. Et à partir de là, a commencé cette névrose obsessionnelle dont vous voyez le résultat autour de vous. Il n'y a pas 1 centimètre carré sur les murs de libre. Ah oui, il faut bien décrire, parce qu'on est à la radio malheureusement, ce qui n'a aucun sens, mais on est vraiment dans un endroit, il n'y a pas 1/2 centimètre, et même sur la table, je ne comprends même pas comment vous travaillez, il n'y a pas 1 centimètre, il y a des petites statuettes, il y a des robots partout, c'est absolument, et surtout très éclectique, quoi. Il y a presque un temple dédié à Klein vers la gauche de la pièce ou à ma gauche. Ah oui, ça c'est Yves Klein, c'est mon idole. On va en parler, mais alors ce qui est étonnant, c'est que quand vous voulez devenir commissaire-priseur, on vous dit 2 choses, vous ne connaissez personne, et on vous dit c'est un métier de père en fils. Et donc on vous dit en gros, vous n'avez aucune chance, quoi. Oui, absolument, je connaissais personne, j'arrivais du Maroc, et
Et puis ce qui m'a passionné, c'est justement d'ouvrir de nouveaux territoires. Donc j'ai commencé à, quand les dessins anciens sont commencés à devenir intouchables, j'ai créé le marché de la photographie parce que je me suis dit, après tout, la photographie c'est un art majeur, ça ne vaut rien du tout. Mhm. Il y avait un grand collectionneur de photos 19e qui m'avait dit qu'il avait pris avec un accord avec les brocanteurs Opus pour qu'on lui montre les photographies en premier. Mais pas en premier avant de montrer aux autres, il n'y avait personne d'autre. En premier avant de jeter. Ah oui. Il a dit au brocanteur qui était là, mais écoute, au lieu de les jeter, les photos, présente de on se voit le dimanche. Et donc il a acheté des trucs qui valent maintenant 1 million d'euros pour 100 francs. Ah bah oui, mais c'est toujours pareil. Tous les gens qui... Moi, je peux raconter une anecdote personnelle, mais j'avais un grand-père qui avait collectionné de l'art contemporain. Et à l'époque, ils hésitaient entre acheter un aspirateur ou une mobilette ou un tableau. C'était comme ça. On va acheter un Electrolux ou du buffet. Il y en a un qui a pris un peu plus de valeur que l'autre. Voilà. Et ce qui m'a passionné, justement, c'est d'ouvrir de nouveaux territoires parce que c'est un métier qui permet de communiquer, de créer des événements. Donc j'ai fait les premières ventes de photographies, j'ai fait les premières ventes d'originaux de bande dessinée, j'ai fait plein de nouveaux domaines. J'ai même fait la première vente de l'histoire de bracelets-montres en Suisse. J'avais fait les premières ventes à l'étranger. Et d'ailleurs, quand vous avez fait vos ventes à l'étranger, vous vous êtes fait taper sur les doigts par le conseil de discipline. Absolument. J'ai commencé les premières ventes le dimanche, conseil de discipline. À l'étranger, conseil de discipline. J'ai passé ma vie en conseil de discipline. Déjà, le travail du dimanche, vous aviez lancé le débat à l'époque. Mais il faut dire pour les jeunes auditeurs qu'à l'époque, commissaire-priseur, c'était un monopole. C'était une charge qui était extrêmement réglementée depuis des lois qui n'avaient pas changé depuis 1556 et Henri II. Absolument. On était officier ministériel et on avait le droit de déroger à rien. Vendre le dimanche, c'était inadmissible. Ah oui. Et vous ne pouviez pas faire de pub, par exemple. On n'avait pas le droit de faire de publicité, on n'avait pas le droit, enfin, c'était... Comment vous avez fait pour contourner alors cette impossibilité de faire de la publicité ? Ben, j'ai foncé, et j'ai passé ma vie en conseil de discipline. Ah oui. Un rebelle. Ah oui. Et alors, vous racontez dans votre livre votre première vente et surtout votre trac énorme. Ce moment où on aurait tous envie d'être notaire, quoi. Oh là là, ça a été ma première vente, mais ça a été une angoisse, j'étais d'une timidité. Mon problème, c'est que j'étais d'une timidité maladive. Mmh. Et quand vous montez sur scène, vous avez 300 personnes devant vous qui vous regardent et qui attendent que vous ayez fait quelque chose, c'est une angoisse. Donc j'ai commencé ma vente et à l'époque, on avait des crieurs. Et c'est le crieur qui prenait les enchères et il venait me dit tapez. Il revenait, il prenait ça, il me dit tapez. Taper sur fin comme sans se rendre compte de rien. Et d'ailleurs, c'est là que vous avez vu que vous avez un vrai ami parce que celui qui vous a écrit une lettre juste avant votre première vente, c'était Delon. Oui, absolument. Il m'a dit je peux pas venir, donc il m'avait envoyé Mireille d'Arc qui m'avait apporté un marteau. Et donc j'ai tapé avec un marteau offert apporté par Mireille d'Arc. Et, comment a commencé cette amitié avec Alain Delon d'ailleurs ? Faisons une petite parenthèse. on s'était rencontrés à l'époque dans une galerie qui s'appelait Claude Aubry, qui était rue de Seine, à l'angle de la rue de Seine et de la rue des Beaux-Arts. Et c'est avec ce marchand merveilleux que on se voyait, on est devenus amis, puis Alain s'est bien collectionné. Je l'ai poussé à collectionner les dessins anciens, parce qu'à l'époque, on pouvait acheter des... Alors lui, il avait les moyens, évidemment. Il a acheté Shader, Scarabée de Dürer, enfin des tableaux, des dessins fabuleux. Et donc, on ne s'est plus quittés, quoi. On est devenus des vrais amis. D'ailleurs, je crois qu'on parlait pas mal de vous dans le dernier portrait de Delon dans Le Monde. Il y a eu tout un dossier. Et Ouais. il y avait pas mal, on parlait énormément de vous. Un de ses plus proches amis, peut-être encore aujourd'hui. Oui,
Ben, je l'aime beaucoup, c'est un passionné, il a un œil formidable, et puis c'est un passionné d'art, quoi. Oui. Donc, il a la même névrose que moi, donc entre névrosés, tout se passe bien. D'ailleurs, vous racontez une anecdote géniale qui est autour de l'appel du 20 juin du général de Gaulle. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors qu'il devait sortir de France, le vendeur voulait pas la vendre à un Français, et c'est finalement Delon qui va la racheter en liquide. Absolument, ben, mon bureau était avenue Georges V à l'époque, et dessous, il y avait le bureau de Philippe Prince, et Philippe Prince m'appelle en disant, écoute, j'ai un document à vendre, et le vendeur veut que ce soit vendu en France et très rapidement, quoi. C'est ça, il avait très besoin d'argent. Mais il ne voulait pas qu'on sache que ce soit lui qui vende. Ah oui. Et sachant l'admiration sans borne Hum. qu'Alain avait pour général de Gaulle, j'appelle Alain et je lui dis, écoute, il y a le manuscrit de l'appel du 20 juin. Alain me dit, pour qu'il arrive, quel que soit le truc, je le veux, je le veux, je le veux. Hum. Et donc j'ai dit à Philippe Prince, on le prend. Et quand j'ai vu, quand on l'a apporté, donc c'est un marchand, il appartenait à un collectionneur qui est en Amérique du Sud. Il lui dit, eh bien... Donc il est allé négocier. Et quand je suis allé le chercher, quand je l'ai apporté à Alain, il avait les larmes aux yeux. Le général, le général, le général. Et donc il a acheté et puis il a fini par l'offrir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on vous a reproché, vous avez été convoqué pour ça. Entre autres choses, ben oui, parce que j'avais été un intermédiaire dans une vente directe. Oui. Donc, toujours. Déjà. Et il y a des anecdotes incroyables, et notamment, on va revenir sur le track et sur la façon dont vous faisiez les ventes, car vous avez inventé un truc nouveau dans la vente, c'est-à-dire faire un show. ah ben c'est du théâtre. Hein. C'est du théâtre, vous avez une salle devant vous. Il ne faut pas qu'elle s'ennuie, il faut qu'elle agisse, il faut leur faire comprendre, il faut les faire rire, il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Enfin, et donc, évidemment, quand on est très timide et qu'il faut dominer cette timidité, on est obligé d'inventer quelque chose pour survivre, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, est-ce que vos tenues, tout ça, c'est un peu votre costume de scène, non? Il y a ça ou pas? Oui, bien sûr. Et puis j'ai commencé à faire les ventes de charité, donc toute ma vie j'ai fait des ventes au profit des œuvres. Et là j'ai rencontré des gens, j'ai fait une vente au Moulin Rouge, en attendant d'entrer sur scène, parce que je faisais pendant l'entracte, il y avait Frank Sinatra qui était là, et je voyais Frank Sinatra, il avait la tête contre le mur et il tapait là, avec la main, je me suis dit, oh là là, c'est Sinatra à le tract, qu'est-ce que je dois penser moi? Là où vous dites, je dois plus jamais avoir, j'ai plus besoin d'être stressé d'avoir le trac, c'est normal, quoi. Ah oui, quand même. Mais et d'ailleurs, quand vous êtes face à une salle, pour vous, une salle, c'est une seule personne. C'est une femme. C'est une femme. Ouais. Je ne crois qu'aux femmes, donc il a fallu. Faut les séduire, il faut être le plus élégant, le plus courtois. Ouais. Il faut les faire rire, il faut. Mais d'ailleurs, vous dites, par exemple, quand vous avez fait même la vente dont on a parlé au tout début de l'émission, il y a toujours un moment, un ventre mou, et c'est à ce moment-là que votre show doit commencer. C'est à ce moment-là où les enchères se mettent plus forcément à s'enchaîner, qu'il faut réveiller la salle, faire des choses. Absolument, il faut. Il faut faire un spectacle, quoi. Il faut faire un spectacle. C'est pour ça que c'est un métier aussi passionnant, parce que il m'a permis de découvrir beaucoup de domaines dans le domaine de la création artistique. Ça a élargi beaucoup et j'ai fait donc... Puis moi, ce qui me passionne, c'est le futur. Le passé, il faut l'apprendre. Oui. Mais on ne peut pas changer le passé. Le futur, on peut le changer. Et donc là, maintenant, je voudrais être cosmonaute. J'ai une grande admiration pour l'intelligence artificielle. Je suis en train de lire un livre là. Ah oui. Sur l'intelligence artificielle. Tout ça, ça sort de notre cerveau à nous. L'espèce humaine est fabuleuse qu'on est en train de... Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle civilisation
extraordinaire, vous savez que nous sommes en pleine Renaissance. Mmh. Est-ce que vous savez qu'on a plus découvert de 1950 à 2000 que des grottes de Lascaux en 1950 ? 90% des découvertes scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité ont été faites après 1950, donc c'est fabuleux. L'intelligence artificielle, c'est fabuleux. Les robots, c'est fabuleux. C'est magique. Et est-ce que justement dans ce métier de commissaire-priseur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui parfois peut paraître presque anachronique ou pas assez avec l'évolution, allant avec l'évolution du temps ? Ah bah si, on avait justement décidé avec mes fils de créer, mais c'était trop tôt, c'était les années 90, la première société de vente aux enchères par Internet. Mais à l'époque, Internet n'était pas assez rapide. Donc on était associé avec son Altesse Sérénissime, SAS, Gérard de Villiers. D'ailleurs, vous avez bien connu Gérard de Villiers. Ah, c'était un grand ami. Ah oui, qui était un personnage incroyable. Oui, formidable. On s'occupe de sa succession, là. Mais il avait aussi une névrose obsessionnelle ou c'était plutôt les armes, lui, non ? Parce qu'il est surtout connu pour sa collection d'armes incroyable. Oui, c'était plutôt les armes, oui. Oui, ces héros passaient leur temps à tirer. Hein. Karl, tu avais une question. Oui, vous avez parlé donc du futurisme, des robots, de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, en France et dans le monde en général, il y a une fronde de gens qui se prétendent défenseurs de l'éthique. Ils invoquent à tout va le mot éthique. Que répondez-vous à ces gens qui disent que le transhumanisme peut porter atteinte à l'espèce humaine dans son intégralité, à ceux qui disent que les robots pourraient anéantir l'espèce humaine, un scénario à la Terminator? Que répondez-vous à ces gens-là? Ben, ils ont à la fois raison et tort. C'est-à-dire que nous sommes dans une nouvelle civilisation et nous avons besoin de spiritualité. Et le portrait, c'est qu'on est en pleine Renaissance et que dans toutes les autres périodes de Renaissance, les grands chefs d'État étaient entourés des plus grands philosophes, des plus grands scientifiques, des plus grands artistes. Actuellement, je n'ai pas entendu un chef d'État parler de culture. Donc on a vraiment besoin, pour que cette nouvelle civilisation avance et soit positive, on a besoin de spiritualité. C'est capital. Donc, c'est ce que disait Solzhenitsyn. Quand Solzhenitsyn a dénoncé le communisme, tout le monde s'attendait à avoir un message peut-être qui pourrait paraître ultra moderne. Et finalement, il disait, certes, il faut une modernité, mais il faut aussi une tradition, il faut aussi une sorte de racine ancestrale en même temps. Il faut de la spiritualité. Antoine. À propos de spiritualité, ce qu'on ignore parfois, c'est qu'un certain nombre de grands artistes modernes et contemporains, par exemple Andy Warhol, étaient des gens avaient un rapport très particulier à la religion. On connaît aussi le rapport de Klein à Sainte Rita également. Qui est là partout. Ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est dans vos livres sur Warhol et la religion, c'est absolument incroyable parce que vous dites qu'il allait même à la messe tous les matins, quoi. Absolument. Là, il est là. Andy Warhol, il allait à la messe tous les jours. Il était très, très, très croyant. Et Yves Klein aussi. C'était aussi... Et c'est pour ça qu'ils sont si grands. Ils apportent autre chose que seulement de la peinture sur une toile. Ils apportent un contenu, ils apportent la spiritualité. Ils nous montrent notre civilisation autrement. Et d'ailleurs, Andy Warhol, je ne sais pas si c'était à vous ou à quelqu'un d'autre qui l'avait dit vers la fin de sa vie, est-ce que les gens se rendent assez compte que combien j'aime le Christ et combien dans mon œuvre on aime le Christ? Ah ben oui, c'était une exposition sur la Seine à Milan. Et on était là avec Pierre Estany. Et, et pendant le déjeuner, Andy Warhol dit à Pierre Estany, Pierre, est-ce que tu penses que les Italiens comprennent à quel point j'aime le Christ? C'est quand même fabuleux, quoi. Génial. C'est fabuleux, c'est tellement émouvant, ça vous met les larmes aux yeux, quoi. Et est-ce que vous sous-entendez un peu là, c'est aussi que le personnage tellement charismatique de Warhol, ce personnage créé, a peut-être un peu fait de l'ombre à son œuvre et peut-être même cette partie de son œuvre, parce que
aujourd'hui, pour les jeunes générations, c'est pas du tout la première chose auquel ils pensent, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'il est le premier, il est le plus grand. Oui. Le pop art, c'est Andy Warhol, point. Parce qu'il apportait non seulement une créativité artistique, mais il a apporté une énergie spirituelle fabuleuse, quoi. Bien sûr. C'est un- Mais ce qui est étonnant, c'est que de son vivant, ça valait pas si cher, les peintures de Warhol. C'est après que ça a commencé, finalement. Ah oui, bien sûr, moi j'ai acheté les tableaux de Warhol au départ, ça valait... Ben, comme Basquiat, je me suis beaucoup battu pour Jean-Michel Basquiat, Mhm. ça valait rien, quoi. Basquiat et Warhol, ils sont très complémentaires, parce que l'un est le revers de l'autre, en fait. Oui, ils ont fait des tableaux en collaboration Ouais. qui sont absolument magnifiques. J'avais fait une vente de collaboration Warhol-Basquiat. Et- Ceux qui m'ont écouté, ils sont contents maintenant. Comme tout. Vous moins, parce que bon, je sais pas si on pourra en parler, mais vous aviez une collection incroyable d'art contemporain qui malheureusement a fini vendue. Une partie, oui. Bon, en tout cas, il en reste, Ouais. reste autour de nous. Karl, tu avais une autre question sur le futurisme ou pas? Non, pas spécialement. D'accord. Alors, on va reparler un peu de la façon dont sont faites ces ventes aux enchères, et vous rappelez par exemple le 19e siècle, où les ventes étaient des trucs très animés, très vivantes. La vente, c'était le lieu essentiel de la cité. On se souvient d'une vente Monet qui vendait pour 200 francs ses toiles sous les huées. Et même encore dans les petites villes de province, il y avait ces ventes qui étaient des spectacles totaux, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les ventes deviennent un peu uniformisées, ennuyeuses? Les ventes de Sotheby et Christie sont plus très spectaculaires, plus très drôles, quoi. Ben, le problème, c'est que tout est planétaire maintenant. Oui, Donc avec Internet, il n'y a presque plus personne dans les salles. Tout se fait par à la fois Internet, les sites Internet et le téléphone. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que vous avez dans la salle la Chine, les États-Unis, l'Australie, tout le monde est là. ce qu'on Alors que appelle des personne- phonés, oui. Nous sommes dans l'immatériel, nous sommes entrés. Oui, mais parfois, alors, ça C'est- fait une ambiance un peu à la James Bond, parce qu'on a les gens dans les salles qui ont leurs oreillettes et qui après ont l'autre bout du monde, et leur client qui est parfois dans une rue à côté et parfois à l'autre bout du monde. Oui. Mais nous sommes dans la civilisation, c'est ce que ce génial Yves Klein avait dit à la fin des années 50. Nous entrons dans la civilisation de l'espace. On vient de se poser sur Mars et de l'immatériel. Tout est immatériel maintenant. Tout le pouvoir, toute l'énergie, tout est immatériel. Internet, tous les sites, enfin c'est fabuleux, quoi. Et est-ce que Avec un quel pouvoir. serait le stade suprême de l'immatérialité de l'art? Jusqu'où on va aller dans l'art immatériel? Ben, nous sommes dans l'art numérique maintenant. Oui. Ça, plus on va avancer dans les nouvelles technologies, plus on pourra les utiliser pour créer aussi de l'art. Tout est possible. Ce qu'il faut, c'est avoir confiance dans le futur de l'humanité. Vous avez toujours eu confiance dans le futur, ou c'est avec le temps que c'est venu, ou c'est depuis jeunesse? J'ai très confiance dans l'intelligence humaine et dans l'espèce humaine. Karl, tu avais une question. Oui, Simon, tu parlais de déclic. Ce déclic, n'était-ce pas cet exposé sur Nietzsche, cette volonté de devenir un surhomme, cette volonté de puissance? Est-ce que cet exposé était en fait une sorte de déclic qui a, donné un sens à votre vie par la suite? Ou alors était-ce tout simplement un élément déclencheur, ça? Non, ça a été très important pour moi. Je me suis vraiment nourri de l'énergie de Nietzsche. Et je l'ai mis en parallèle avec Yves Klein. Et puis aussi un homme merveilleux qui était Pierre Restagny, dont vous voyez le portrait là, et qui a été mon maître à penser. C'est lui qui a collaboré à la création avec Yves Klein. C'est avec lui qu'on a créé le Palais de Tokyo. Et c'était un être absolument merveilleux, d'une clairvoyance, d'une intelligence, d'une vision du futur. C'est un type formidable. Et un de vos livres de chevet, justement à propos de Restani, c'était Narcisse et Goldmoon, d'Elman de Hesse.
Et si Narcisse, on le sait, c'est l'intellectuel, l'abstraction, le hors-vie, Goldmund, c'est l'art, la volupté, l'amour de la vie. Et vous dites, Restani, c'était les deux à la fois. Et ce qui est très très rare, en fait. Oui, il était vraiment les deux à la fois. Ouais. C'était à la fois un créateur, un amateur d'art extraordinaire, et puis il aimait la vie, il aimait les femmes, il a bu l'équivalent du lac de Genève. Il avait tous les défauts, c'était sa plus grande qualité, quoi. Exactement, il a fumé 14 années de cigares de Cuba. Il dormait pas. Il dormait pas. Il faisait pas de sport. Il était merveilleux, merveilleux. Antoine, tu as une question? Oui, toute petite remarque, c'était un peu justement l'idéal artistique de Nietzsche, le dionysiaque et l'apollinien. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... Est-ce que tu avais d'autres questions, Antoine, sur Pierre Restani? Vous dites ce très grand intellectuel à la volupté excessive. Vous avez écrit ça sur Restani? C'était dans l'art. C'était un peu excessif pour sa santé. Oui, c'est ça. Oui. Il est mort jeune? À quel âge il est... Oui, autour de 70 ans, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a encore des hommes totaux comme ça qui arrivent à être tout à la fois? Ou est-ce que ce type d'homme disparaît? Et on a reçu il y a 15 jours François Gibault, qui à la fois a été de la Fondation du Buffet, à la fois légataire de Céline. Et on se demandait, est-ce que ce type d'homme qui pouvait recouvrir tous les domaines, à la fois tout, disparaît en ce moment? Est-ce que ça vous inquiète pas un peu? C'est la seule chose dans le futur qui pourrait être un doute. Non, il disparaît pas. Il y a des moments où il y en a, des moments où il n'y en a pas. Il y en a un qui va réapparaître bientôt. Oui. Il faut avoir confiance. Antoine. Oui, vous avez formé en quelque sorte avec Restani, Jean-Pierre Reynaud, le cœur du nouveau réalisme qui a été un petit peu le dernier grand mouvement artistique du XXe siècle. Vous étiez en fait une bande d'amis, une sorte de... une joyeuse bande d'artistes, de critiques, l'une des dernières cellules artistiques pleines de vivacité. Vous devez avoir des souvenirs extraordinaires de ce temps. Ah être entouré d'artistes aussi merveilleux, c'est formidable, parce que tout est merveilleux. Prendre un verre de rosé avec eux, c'était... C'est pour ça que je n'arrête plus de boire que du rosé. C'est comme vos tenues, il y a chaque jour le vin a une couleur différente. Non, c'est rosé tous les jours. Ah d'accord. Et d'ailleurs, il y a un autre personnage qu'on peut évoquer, on l'a déjà évoqué, mais on peut en parler un peu plus, c'est Yves Klein. Vous dites un truc assez drôle dans votre livre, que Yves Klein a influencé la chanson Volare, qui est une chanson italienne. Absolument, oui. Cantare, oh, volare. Absolument, mais là cette chanson a été faite après le saut dans le vide. Quand on voit cette photo, c'est un ange. Et d'ailleurs, dans cette chanson, à un moment, il dit Nel blu dipinto di blu, ça veut dire dans le bleu de la peinture du bleu. De peinture du bleu, c'était Klein. Si tous les gens en boîte de nuit savaient qu'ils dansent sur du Yves Klein, ça serait génial. Oui, Antoine. Oui, Yves Klein était d'ailleurs encore plus visionnaire qu'on ne l'imagine, car vous expliquez qu'en quelque sorte, son saut dans l'espace préfigurait le voyage, le séjour dans l'espace de Gagarine 1 an plus tard, je crois. C'est fabuleux parce qu'il a fait cette photographie à Fontenay-aux-Roses, où il y avait parce que c'était un très grand judoka, il était 4e dame du Japon. Et donc il avait son école de judo à Fontenay-aux-Roses, là, dans cette rue qui est là. Et puis un jour, il dit à Jean Vareille, qui était ça, j'ai la ceinture d'Yves Klein ici, et il lui dit, je suis le peintre de l'espace, donc je dois aller moi-même dans l'espace. Pas en fusée. Et il organise le saut dans le vide un dimanche matin à Fontenay-aux-Roses. Et donc, là, il a sauté, et dessous, il y avait Jean Vareille et des judokas qui étaient là pour le rattraper. Donc, c'était Harry Shank, qui est un très grand photographe américain, qui a fait la photo. Et ils ont fait le photomontage, mais il a sauté
10 fois d'affilée, quoi. Oui, parce qu'il avait une formation un peu de judoka, Yves Klein, ça, Ah, ce qui était génial. non, pas un peu. Ah oui, Il était 4e dan du Japon. ah oui, oui, Ah, oui. non, c'était un très très grand judoka. Mais il y a eu une polémique sur le saut. Certains disent qu'il l'a pas fait. Il y a eu des polémiques sur ce saut. Ça a été un Ah saut. bah, lui-même. il y a les photos là. Oui, on a la bâche. On a la vache. Vous écrivez sur Klein que c'était le prophète de la civilisation de l'espace et de l'immatériel. Et que, ce qui est très beau aussi, ça c'est sur l'aspect spirituel, quand vous regardez le bleu de Klein, vous voyez les yeux de Mère Teresa que vous avez rencontrée en Inde. Ah oui, j'ai rencontré la plus bienveilleuse des femmes. Et c'est justement, elle donne une grande confiance dans la spiritualité, dans la religion. Parce que j'avais fait une vente de charité au profit de... Et l'organisateur m'a dit, il faut que tu lui apportes le chèque. Donc, je pars pour les Indes. Et puis, le matin, on part tôt le matin pour aller à la messe. On dit, Mère Teresa va être là. Donc, nous partons à 6h du matin. On arrive, on rentre dans une cour. On traverse la cour, on monte un escalier. Puis, il y a une grande salle où il y avait un hôtel. Et puis des tas de petits garçons et de petites filles sur le sol en blanc. Enfin. Puis moi, je pensais qu'on attendait Mère Teresa quand elle allait arriver, tout le monde allait se lever. Enfin, ils étaient là. Et puis j'arrive, on me dit de m'asseoir par terre devant l'hôtel. Au bout de 20 minutes, je commence à bouger comme ça, à me tortiller. Et tout d'un coup, on me tape sur l'épaule. Et j'entends une petite voix qui me dit « Do you want a chair ?» Est-ce que vous voulez une chaise? Je me retourne et je vois Mère Teresa qui me demande si je veux une chaise. Non mais elle est trop mignonne. Donc elle s'est mise à côté de moi, on a suivi la messe ensemble. Puis après elle a dit écoutez, allez voir, là j'ai un rendez-vous, allez voir l'endroit où on recueille les enfants et puis l'endroit où les gens viennent mourir. Et donc je suis allé voir les enfants, j'adore les enfants. Donc on s'est mis à jouer, j'arrivais plus à partir, ils étaient accrochés à mes jambes, c'était trop mignon. Et puis après, on va à l'endroit où... Et il y avait un homme qui était en train de mourir, il avait autant de viande sur le corps que sur mon stylo. Et il y avait une ravissante jeune fille qui était là, qui lui tenait la main et qui lui caressait le visage. Moi, c'est comme ça que je veux mourir. Hein. Et je lui ai dit, mais comment vous êtes là? Elle me dit, je suis venu pour Mother. Elle était mondialement... Et puis ensuite, on voit Mère Teresa, on se met à parler. Puis je lui dis, mais vous êtes formidable. Elle me dit, mais non, c'est pas moi, c'est lui. On a un nouvel endroit où on a 150 lits. Et on n'a pas l'argent pour acheter des couvertures. Alors hier soir, je lui ai dit, Seigneur, c'est ton boulot. Eh ben, ce matin, entre la messe et maintenant, je viens de recevoir un coup de téléphone du directeur d'un hôtel qui me dit, écoutez Moser, on fait des travaux, on a 150 couvertures en trop, est-ce que ça pourrait vous servir? Il me dit, vous voyez, il suffit de demander. C'est formidable. Trop mignonne, trop mignonne. Elle avait les yeux d'un bleu, c'était la Sainte Vierge, quoi. D'ailleurs, alors ce bleu Klein, on peut le rappeler aussi, il venait d'un fixatif sans huile, ce qui permettait finalement à tous les petits grains de pigments de ne pas être reliés les uns aux autres. Et ça donnait cet aspect cosmique, cet aspect poussière d'étoiles, planète, quoi. Comme vous voyez là. Et puis là où il est fabuleux, c'est que justement il fait Oui, il y a du bleu Klein, alors dans toutes les formes. Là, il y en a une globe, il y a dans un bocal, tout. Donc il fait cette photographie et il l'utilise. Donc on est en 1960 pour le journal du dimanche là. Il y a cette photo, il y a marqué au-dessus un homme dans l'espace. Et 4 ans avant, il avait fait la Terre bleue. 1 an après, Gagarine tourne autour de la Terre. Il y a un homme dans l'espace. Et quand il est là-haut, il dit « Je vois la Terre, elle est bleue d'un bleu profond. Oui, » Donc Yves Klein nous dit « Un homme dans l'espace, la Terre est bleue.
Un an après, il y a un homme dans l'espace et il dit la Terre est bleue. C'est un génial. C'est un génie, notre Yves Klein, c'est un génie. Et même le fait finalement qu'avec la monochronie, qu'avec une seule couleur, permettait d'avoir des expériences spirituelles. La spiritualité venait de la seule couleur. Bien sûr. Bien sûr. La phrase de Camus, avec le vide, c'est l'imagination qui prend le pouvoir. Absolument. Karl, tu avais une question sur Yves Klein ? Non. Alors, on va avancer un petit peu. Et on va parler un peu de l'art contemporain aujourd'hui, et notamment des détracteurs de l'art contemporain. Et vous rappelez une phrase de Picasso qui dit « L'art, c'est comme le chinois, ça s'apprend ». Exactement. Est-ce qu'il faudrait donner aux Français des cours ? Il y a deux réponses merveilleuses. Il sort d'un concert et une dame à côté de lui il dit « Ah, je déteste Schubert ». Mhm. Vous imaginez l'œil noir de Picasso, il lui dit « Ça n'a aucune importance, madame. Oui, vous détestez les gens qui donnent leur avis en disant « J'aime, j'aime pas ». J'aime ou j'aime pas, tout le monde s'en fout. Oui. C'est pas... » Donc, et puis il sort aussi, il y a une de ses expositions, il lui dit mais c'est du chinois votre peinture. Il dit madame, l'art c'est comme le chinois, ça s'apprend. Donc l'art c'est un langage. Tous les domaines de l'intelligence s'apprennent. La seule chose importante c'est que ça s'apprend. Alors, quand on donne un avis sur une œuvre, on peut dire c'est bien parce que ou c'est pas bien parce que. Et d'ailleurs, j'étais à New York, je déjeunais avec Philippe Ségalo, vous savez, qui a été le marchand qui a vendu. Et je lui dis, la chose la plus difficile à faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a des critères objectifs de jugement en art. Ouais. Il y a objectivement des grands artistes, objectivement des ringards. Il me dit, écoute, c'est drôle ce que tu me dis, parce que j'ai un de mes amis qui vient de me donner une grille de lecture merveilleuse. Il m'a dit, dans tous les domaines de l'art, des sciences de la vie, il y a les 3 I. Inventeur, imitateur, idiot. Les imitateurs et les idiots étant 90%. On va les dénoncer. Donc, l'art, ça s'apprend. C'est un langage. C'est passionnant. C'est pour ça que c'est passionnant. S'il suffisait de dire j'aime ou j'aime pas, si je vous dis que j'aime pas le vin rosé, vous vous en foutez et dites qu'est-ce que ça change le rosé. Et en plus, je mentirais parce que j'adore le rosé. D'ailleurs, question, il y a des langues plus difficiles que d'autres, il y a sûrement donc des arts qui sont plus difficiles d'accès à apprendre que d'autres. Ce serait quoi l'art le plus difficile à apprendre, le plus compliqué pour vous ? Ou la forme, ou l'artiste, ou... Il n'y a aucune forme d'art qui soit compliquée. Il suffit d'apprendre, il suffit de savoir d'où ça vient, où ça va. Quand vous voyez un monochrome de Malevich au début du XXe siècle, vous dites c'est fabuleux. Karl, tu avais une question sur... Oui, à propos de l'art, quelle place pour le critère de la beauté esthétique ? Grande question. Ah ben la beauté esthétique est là dans toutes les œuvres importantes. Quand vous voyez un monochrome de Klein, c'est ça. Si vous voyez un dessin de Picasso, c'est bien. Si vous voyez l'esthétique est partout où on est devant un chef-d'œuvre. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ces gens de l'art contemporain qui disent que finalement, dans l'art conceptuel, l'esthétique n'est plus vraiment un critère ? Ah si, c'est un critère l'esthétique. Ouais. L'art conceptuel, c'est superbe. Superbe, c'est très esthétique. Non, mais ceux qui disent ça sont ceux qui ne savent pas, quoi. Ils sont nombreux. Et d'ailleurs, l'envie de collectionner, c'est, vous dites, à peu près comme être avec une jolie femme, quand on n'a pas simplement envie de lui parler. Et ben l'art, c'est pareil, vous avez eu un moment envie d'acquérir. Ah, bien sûr. On voit dans cette salle que... Les jolies femmes étant les plus belles œuvres d'art. Est-ce que les jolies femmes ne sont pas d'ailleurs plus chères que les plus belles œuvres d'art, ne coûtent pas plus cher, non ? Ça peut arriver. Et pour revenir à des choses plus sérieuses, Malraux avait une très jolie théorie sur les œuvres d'art, une théorie des englobants. Il disait que finalement chaque période de civilisation avait sa vision du monde, et cette vision du monde s'exprimait par l'œuvre d'art.
Alors au Moyen-Âge, c'était Dieu. À la Renaissance, c'était Dieu plus l'intelligence, c'est-à-dire l'homme, la beauté, l'humanisme. Et finalement, au XXIe siècle, ça va être l'intelligence sans Dieu. Non, Dieu est là, Dieu est là. C'est dans votre livre. Oui, ça commence par l'intelligence sans Dieu, Oui, mais Dieu revient, Dieu revient par l'art. absolument. Et finalement, Mais c'est- Malraux avait raison, là. Chaque période de civilisation a sa vision du monde, et les artistes mettent en forme. Donc, au XVe siècle, c'était Dieu, au XVe siècle, XVIe siècle, c'est Dieu plus l'intelligence. Et au XXe siècle, au départ, c'était l'intelligence sans Dieu. C'était seulement la technologie, la science. Mais Dieu est revenu et Yves Klein est un croyant extraordinaire. Donc, Dieu sera toujours là. c'est la phrase de Pollan. Jusqu'au XXe, l'art a représenté le sacré. Et à partir du XXe, il est devenu le il est sacré. devenu le sacré. Donc, vous voyez que Dieu est revenu. Ah oui, tout est dit. Mais d'ailleurs, même quand Duchamp fait son urinoir, il le sacralise d'une certaine façon. Bien sûr. Bien sûr. Il le rend, oui. Est-ce que tout. Et d'ailleurs, quelle est la place finalement dans cet art qui est divin de la religion aujourd'hui? Il y a très peu de liens entre la religion, le pape aujourd'hui et l'art contemporain. Ces deux univers qu'on voit très peu ensemble. Pour l'instant, malheureusement, l'Église ne s'occupe pas assez de... Le pape François. Oui, nous avons tout de même dans votre bureau une photo du pape François, ce qui montre une réconciliation entre le milieu de l'art contemporain et... qui est en train d'embrasser un des jumeaux de mon troisième fils à Rome. Regardez, Ah Mais on vous a coupé, pardon. Revenons sur... C'est vrai que ces deux milieux n'ont pas forcément beaucoup de liens, alors qu'on pourrait en imaginer beaucoup plus. Oui, mais ça dépend toujours de qui dirige et comment. Là, dans nos politiques sont incultes et dans les religions, on ne parle pas encore assez d'art, mais ça va venir. C'est indispensable. Bien sûr. Indispensable. Et il y a eu des affaires de... Par exemple, qu'est-ce que vous pensez des affaires où certaines pratiquants catholiques ont porté plainte contre des œuvres d'art? Il y a eu énormément de polémiques sur beaucoup de choses. C'est le problème des incultes, ça. Enfin, n'en parlons pas. Mais alors, vous tapez un peu sur beaucoup de choses, notamment les fracs. Et oui, ce qui est absolument terrible, c'est qu'alors que l'art français devrait être visible à Shanghai, New York, et les artistes français devraient faire des œuvres pour Singapour, etc., ils font des œuvres pour Maubeuge, Tourcoing, Valence. Oui, tous ces fracs, ces dracs, ils achètent des œuvres, puis ils les entassent. Et quand je leur dis, mais pourquoi vous faites pas la promotion des artistes dans le monde? On n'est pas là pour leur faire gagner de l'argent. Donc, vraiment, on a l'impression que c'est en train de redémarrer, mais jusque dans les années 60, nous étions les maîtres du monde. Tous les mouvements artistiques partaient de Paris, tous les grands artistes étrangers venaient se faire sacrés à Paris sous peine de devenir des provinciaux. Oui. Et puis après, l'administration a pris le pouvoir, et puis on les a enfermés avec une sorte de jalousie. J'avais dit à notre ami César, qui était un immense artiste, je dis à un des conservateurs de Beaubourg à l'époque, mais pourquoi ne faites pas une expo de César à Beaubourg? C'est quand même un artiste majeur. Il me répond, César, on va quand même pas exposer un artiste qui dit Dino Fouquet's. C'est terrible comme phrase. Terrible. Là, vous dites, où sommes-nous tombés? Oui, en France, en 2006, on exporte à peu près autant que le Mali, quoi, en termes d'art. Oui. Ça va redémarrer. Est-ce que, alors, moi j'ai lu ça dans votre livre qui était en 2006, est-ce que déjà depuis 10 ans ça a un peu redémarré? Ou non? Oui, ça bouge un peu, mais enfin, c'est pas encore... Et
vous dites que le moment où aussi la France a loupé un coche, c'est avec le nouveau réalisme en fait. C'est-à-dire que le nouveau réalisme qui était un courant énorme avec Klein, Martial Reyes, Raymond Rotella, sont très peu présents sur la scène internationale et on a continué à promouvoir l'abstraction alors qu'on aurait dû passer au nouveau réalisme. Oui, c'est ça. Le conservateur considérait que faire la promotion, c'était un gros mot que de dire qu'il fallait faire la promotion des artistes. Tous les grandes civilisations, tous les grands pays ont promu leurs grands artistes parce que c'est l'image des peuples, c'est l'image des pays, la création artistique. C'est fabuleux. Donc nous sommes dans un nouveau monde fabuleux, il faut le montrer maintenant. Il faut l'aimer, il faut le montrer, il faut le promouvoir. On est dans un nouveau monde extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'on vient de se poser sur Mars? Non mais c'est hallucinant. Oui. Le nombre de millions de kilomètres qu'il a fallu faire. Et là, on l'a vu, il est posé et il va nous envoyer des renseignements. Mais oui, d'ailleurs, je me souviens, vous avez été présent du Palais de Tokyo, je me souviens d'une exposition au Palais de Tokyo où j'étais allé enfant, où on pouvait respirer l'odeur qu'il y avait sur Mars. Oui, oui, Vous en souvenez? Ah oui. c'est fabuleux. Tu es prophète déjà. Merveilleux, merveilleux. Et si aussi l'art français aujourd'hui, c'est la montée en puissance de Christie's, de Sotheby's, et vous racontez un truc dingue, en 1960, la plus grosse maison mondiale, c'était l'étude Adair. Qui aujourd'hui, Adair, on le connaît, quoi. Ben oui, le marché a changé, Ouais. nouvelles technologies, et puis ils sont arrivés sur le marché des multinationales. Évidemment, c'est pas facile de se battre contre François Pinault. Hein. Oui, ça a fait du mal aux maisons de vente. Oui. Ouais. Parce que les grosses ventes autrefois qui étaient donc à Drouot sont passées chez Christie et Sotheby's, c'est ça? Absolument. Absolument, mais bon, c'est le nouveau monde. Il faut anticiper, il faut se battre, il faut créer, il faut voir. Oui. D'ailleurs, d'ailleurs, vous avez été, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais vous avez presque anticipé ça car vous étiez un des premiers à faire des ventes à l'international en fait. Oui, c'est... Et vous pensez qu'il y aura toujours des maisons de vente ou vous pensez que les grosses multinationales genre Christie Sotheby's vont tout englober? Non, il y aura toujours des maisons de vente, oui. D'ailleurs, une chose qui vous énerve, c'est les gens qui disent qu'il faut défendre la culture française. Vous dites, il ne faut pas dire ça, il faut promouvoir la culture française. Il faut la promouvoir, absolument. Quelle est la différence entre les deux? C'est aller à l'étranger, montrer nos artistes, monter des expositions. Il faut aller partout, quoi. Partout, on a des artistes formidables. Dans tous les domaines. Non seulement des artistes, mais des scientifiques formidables. Parce qu'il n'y a plus de différence entre l'art et la science maintenant. Il y a une sorte de... Tout est immatériel, c'est la création totalement immatérielle. Il y a une énergie fabuleuse en France. Fabuleuse, on est un pays d'immenses créateurs. On n'est pas des koalas. Pas du tout. Oui. Oui, non, c'est ça, on n'est pas des koalas. Au contraire. Parce que parfois, certaines personnes, quand ils parlent de la culture française, on dirait qu'on a une sorte de réserve d'indigènes avec des petites traditions à préserver. Pas du tout. Ah oui. Nous sommes des grands artistes et grands chercheurs, et dans tous les domaines. Et des cuisiniers fabuleux. Dans tous les domaines de la création, on a des artistes formidables. Aimons-les, parlons d'eux, faisons-en la promotion. Parlons-en, mais aimons-les. Et même sur l'argent, vous dites, il n'y a que les cons pour penser que l'art et l'argent étaient autrefois incompatibles. Et les deux sont toujours allés de pair. Faut pas cracher sur ça. Toujours. Il n'y a jamais eu de séparation entre l'art et l'argent. Alors, est-ce que il y a certains députés qui voulaient taxer les œuvres d'art? Est-ce que ce sont des criminels? Absolument. Ce sont des criminels. Ils veulent vider la France de ses œuvres d'art, de sa création. C'est complètement idiot.
Ouais. C'était c'est assez étonnant, c'est que cette idée de taxation des œuvres d'art est un peu présente dans tous les partis politiques. Je crois qu'aux dernières élections, c'était présent dans les programmes de Marine Le Pen. Ça devait être présent certains députés UMP, des députés socialistes. Il y a pas, dans tous les partis, on a toujours il y a un ou deux criminels en fait. Et ce sont des criminels. Et en plus, aucun pays du monde ne le fait. C'est débile. C'est débile. Et Ouais, est-ce que vous pensez même qu'il faudrait par exemple, faire des mesures fiscales beaucoup plus souples, par exemple par rapport aux successions, etc. oui, il faut aider les gens à vivre. Il faut arrêter de les persécuter chaque fois qu'ils font quelque chose qui marche, quoi. Oui. C'est ce que je leur ai dit. Vous savez ce que ça veut dire ISF? Ça veut dire incitation à sortir de France. Avec l'ISF, tout le monde partait. C'est débile, quoi. À chaque succession, on a toujours ces familles qui doivent, alors ont des tableaux qui sont un peu des bijoux de famille, et doivent toujours les cacher pour surtout pas que le fisc les voie. Et je crois qu'il faut attendre 10 ans, et au bout de 10 ans, on a le droit de les... C'était 10 ans, maintenant c'est 22 ans. Ah, c'est... Bon, on va se suicider tout de suite. Ah, c'est récent que ça a augmenté? Oui, la plus-value, c'est 22 ans maintenant. Bon. Oui, bon. Non, mais c'est terrible. Et bon, je raconterai, il y a des anecdotes, mais des familles qui doivent presque passer ça sous le manteau, certaines œuvres d'art, pour essayer d'échapper aux... Oui, j'en ai marre d'être persécuté. Bien sûr. Laissez-nous vivre un peu. Ils avaient fait il y avait eu un catalogue, je sais pas si vous vous souvenez, qui était sorti, qui s'appelait Passion privée, qui était un truc sur tous les plus grands collectionneurs d'art en France. Et le lendemain de la sortie du catalogue, la moitié des gens avaient un contrôle fiscal. Ils avaient donné leur nom avec nous, et la moitié avait un contrôle fiscal le lendemain. On va finir en parlant du palais de Tokyo, mais avant peut-être, Karl, tu avais une question? Non, pas spécialement. D'accord. Alors, on va finir sur le palais de Tokyo. Ah, grande aventure. Vous avez été président du palais de Tokyo, Président fondateur. fondateur. On a d'abord... On l'a créé avec Nicolas Bourriaud et Jérôme Sens. Mhm. Et on m'avait demandé de rencontrer Pierre Estany pour qu'il soit le président. Ouais. Donc la création a été entre Pierre Estany, Jérôme Sens et Nicolas Bourriaud. Et Pierre m'a appelé après pour que je sois le vice-président. Et on est parti d'une friche Mhm. et on en a fait ce lieu magique mondialement connu. Et ça a été passionnant. Jérôme et Nicolas sont des types formidables. Et on avait notre père spirituel qui était Pierre Estany, qui est l'image la plus brillante, profonde, créative dans le monde. C'est une merveille. Et donc ça a été une expérience absolument passionnante. On avait ce lieu magique, Mhm. on pouvait en faire ce qu'on voulait. J'avais même fait un restaurant au-dessus du toit pour que les gens puissent venir et voir tout Paris à leurs pieds en partant Même des toilettes tournantes. des toilettes tournantes. Essentiel. Ah non, ça a été une très très belle expérience. Mais avec aussi beaucoup de problèmes. Par exemple, il y avait alors un espace en dessous du palais. C'est à côté du palais de Chaillot, il faut quand même rappeler. Donc c'est le bâtiment qu'on confond parfois avec le musée d'art moderne, mais qui ne l'est pas. Et en dessous, il y avait un immense espace de 3000 m² qui était vide. Donc, je me suis Et Beaubourg battu. a voulu s'y installer. Vous avez dû virer Beaubourg. Et je dois dire, c'est Oui, grâce ça a au été président une bataille. Sarkozy c'est lui qui a décidé Mhm. que tout l'espace reviendrait au palais de Tokyo. Et alors, l'espace a été aménagé depuis au sous-sol ou pas? Oui, bien Ah. sûr. Oui, bien sûr. On a fait. Moment incul. On a maintenant un espace de 25 000 m² devant la Tour Eiffel. C'est incroyable. C'est fabuleux. Et alors en plus c'est tout comme un loft avec des poutres en béton brut, c'est très impressionnant, c'est très... Oui, c'est un lieu magique. Magique. Et quand vous avez créé ça en 2001, il y avait une phrase qui est « Créer un laboratoire, un terrain d'aventure transdisciplinaire, international,